Justement. Ça va, monsieur? Ça va? Vous allez bien? On va encore. Bon, Hachem, alors, t'as le choix du roi pour un garçon.
remercie chacun d'être venu ce soir pour cette Melavé Malka. On remercie surtout Barazimov d'être venu parmi nous. C'est lui qui a ouvert le premier ce Betrabad il y a 34 ans. Je me souviens, on s'est garé dans la rue Arthur Rosier, là juste en face. À l'époque, il n'y avait pas les barrières là qu'il y a maintenant. Il a sorti une bouteille de mashké, tu te souviens, vous voulez, une petite bouteille de mashké. Il a ouvert la porte, on est rentré, on a dit les Chaim. Et voilà comment a commencé ce Betrabad. En disant les Chaim. Donc on demande à chacun de dire les Chaim. Et on se souhaite une bonne année. Géoula Shlema. Donc, une petite histoire. Qui nous montre, c'est une histoire certainement, chacun d'entre nous a peut-être écouté une fois, mais l'histoire du Rabbi, on doit la répéter chaque fois et essayer d'en méditer les enseignements. Et pour une fois, cette histoire, ça va être plus qu'un miracle. Des fois, on raconte des miracles du Rabbi, comment le Rabbi a sauvé quelqu'un qui était dans des difficultés personnelles, de parnassa, de santé. Et là, cette histoire qu'on racontait, c'est une histoire qui nous montre l'amour infini que le Rabbi avait pour chaque juif et la manière avec laquelle il voulait qu'on l'aide le plus rapidement possible. C'était l'année où le Rabbi a lancé le Miftzah Neshek, c'est-à-dire la mitzvah pour les dames et pour les jeunes filles d'allumer les bougies de Shabbat. Et le Rabbi a demandé donc qu'on diffuse ce Miftzah, et qui en premier lieu a eu la responsabilité d'organiser ce Miftzah, c'était Neché ou notre travail, c'est-à-dire l'organisation des femmes au travail. Et alors qu'est-ce qu'elles ont fait immédiatement? Elles ont organisé une campagne publicitaire à la radio. Je ne sais pas si vous entendez récemment sur la radio, il y a une publicité pour que les dames allument les bougies de Shabbat. C'est les Zecher et les Louis Nishmat, Madame Azimov Zichronah Livracha. Eh bien, ces dames ont organisé une campagne publicitaire pour l'allumage des bougies de Shabbat. Seulement, aux États-Unis, la loi fédérale imposait que toute publicité soit commerciale. Donc on ne pouvait pas faire de publicité comme ça pour une mitzvah. Donc quel a été l'argument dans cette campagne publicitaire? C'était que les dames devaient envoyer $1, en échange de quoi elles recevraient deux bougeoirs, deux petits bougeoirs. Donc il y avait en quelque sorte quelque chose de commercial là-dedans, il y avait un achat à faire. Et donc les gens se sont manifestés en grand nombre pour avoir des bougies de Shabbat. Ça a été une grande atzlacha. Seulement, il y avait des fois que des dames se trompent et au lieu d'écrire à l'adresse de Neché ou notre rabat en envoyant le dollar et en demandant les bougies, ils se trompaient, ils écrivaient au Rabbi. Et donc il est arrivé que le Rabbi a reçu des lettres dans lesquelles des dames demandaient de recevoir les bougies, et elles mettaient $1, un chèque ou un... Alors qu'est-ce que faisait le Rabbi? Le Rabbi les transmettait immédiatement à Neché ou notre rabat par l'intermédiaire du secrétaire. Un jour, le secrétaire appelle la responsable de Neché ou notre rabat qui s'occupait de ce miftzah, il s'appelait Madame Steinberg. Et il lui dit, le Rabbi demande que vous alliez à telle adresse permettre à une femme juive qui vient de lui écrire de recevoir les bougies et d'allumer les bougies avant Shabbat. Seulement le problème c'est qu'il restait un peu moins d'1 heure avant Shabbat. Et c'était à Ocean Parkway. Ocean Parkway, c'est dans Brooklyn, mais c'est quand même une certaine distance, vendredi après-midi, le trafic, etc. Qu'est-ce qu'elle a fait? Immédiatement, elle a pris 2 filles avec elle, et elle a roulé à une allure folle, elle est partie juste là. Arrivée sur place, l'adresse, elle tape à la porte, et quand elle tape à la porte, personne n'ouvre. Elle a tellement frappé qu'il y a une voisine qui est sortie et qui a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» On est venu apporter des bougies
à cette dame et elle ne répond pas. Alors il dit, c'est normal, c'est une vieille dame, elle n'entend pas bien. Tapez plus fort. Et donc elle s'est mise avec ses deux filles, et les trois, elles ont tapé à la porte. Jusqu'à qu'en fin de compte, il y a une dame, une vieille dame comme ça qui est venue et qui a dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est venu vous apporter les bougies que vous avez demandées. Alors cette femme, elle était heureuse comme tout. Elle a fait un grand feu, elle les a accueillis. Elle a dit, je suis tellement contente que vous soyez venus, ça fait longtemps que je voulais allumer les bougies. Alors la dame lui dit, mais je ne comprends pas, si vraiment vous vouliez allumer les bougies depuis longtemps, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Alors elle dit, je vais vous expliquer, regardez. Elle l'amène dans la cuisine. Dans la cuisine, il y avait un meuble, une grande armoire, et en haut de l'armoire, il y avait un bougeoir magnifique qui appartenait certainement à qui lui appartenait ou à ses parents. Et elle dit, voilà, quand mes enfants ont fait le déménagement, eux, ils ne sont pas très pratiquants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont mis le bougeoir tout là-haut. Et j'ai jamais réussi à l'attraper. Et une fois, j'ai amené des voisines pour leur demander de faire descendre ça, elles n'ont pas réussi non plus. Il y a une fille qui a sauté sur une chaise, sur une table, elle lui a tout de suite descendu. Et en fin de compte, elle a allumé les bougies de Shabbat. Et Madame Steinberg est rentrée rapidement chez elle. Elle a à ce moment-là commencé à apprécier encore davantage l'amour que le rabbi il a pour chaque juif et la manière avec laquelle le rabbi veut que immédiatement, tout de suite, on aide un juif à faire une mitzvah. Mais c'est pas tout. Quelques jours après, elle reçoit un coup de fil vendredi après-midi. On lui demande d'appeler, de se débrouiller que dans le Maryland, dans une ville qui s'appelle Bowie, eh bien, à nouveau, une personne qui avait écrit au rabbi directement puisse allumer les bougies de Shabbat. Elle cherche dans la liste des shluchim, elle trouve un shliach du Maryland, elle l'appelle, et le shliach lui dit, je veux bien, mais on est 20 minutes avant Shabbat, et c'est à 2 heures de voiture. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de trouver le numéro de téléphone de cette personne, et elle tombe sur la maman. En réalité, c'était la fille qui avait écrit, mais c'est la maman qui prend. Alors la mère lui dit, écoutez, moi j'ai pas de bougie, je ne sais pas comment allumer, moi je suis pas très intéressé, ni mon mari, mais peut-être que ma fille vous a écrit, mais je ne sais pas comment faire. Alors il lui dit, écoutez, je vais vous expliquer, je vais vous apprendre à confectionner des bougeoirs avec du papier aluminium. D'accord? Vous avez des bougies. Bon, ça, je peux me débrouiller. Alors il lui explique comment on fait un bougeoir avec du papier aluminium. Et elle lui dit, regardez, ce serait bien que votre fille allume. Je vais vous dicter la bénédiction. Elle lui dicte la bénédiction. Et la mère se laisse prendre à l'enthousiasme de cette femme. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bah, écoutez, vous savez, moi aussi je vais la faire. Moi aussi je vais allumer les bougies. Après, elle lui dit, dites-moi, je vais vous envoyer par la poste des bougeoirs. Votre fille n'a pas des amis, ou vous-même, vous n'avez pas des connaissances. Et finalement, elle lui dit, mais bien sûr, ma fille a des amis. Elle lui commence à lui faire une liste. Et en fin de compte, l'envoi de bougies va être destiné à 40 personnes. La semaine d'après, elle reçoit un coup de fil de Rav Groner, de Rav Klein, qui lui demande du nom du rabbi, est-ce qu'il y a des nouvelles de la jeune fille de Bowie? Alors elle téléphone immédiatement, et lorsqu'elle téléphone, la femme lui dit, Paro, Dieu merci, nous avons allumé, ma fille et moi, et nous avons reçu votre paquet. Et ce paquet a eu un grand retentissement dans la ville. Et si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous ne pourriez pas nous envoyer encore des bougies, des bougeoirs, parce que il y a d'autres jeunes filles, d'autres femmes, d'autres amis qui voudraient en recevoir. Et en fin de compte, un deuxième envoi, plus important que le premier, a été envoyé dans le Maryland grâce à ce coup de fil du rabbi. La semaine suivante, elle n'a pas attendu que le secrétaire téléphone. Elle a elle-même appelé le secrétariat pour rendre compte de ce deuxième envoi. Et la fin de cette histoire, c'est que toutes ces femmes qui ont commencé à allumer les bougies de Shabbat
ont voulu connaître cette Madame Steinberg, qui avait si gentiment appelé et qui leur avait envoyé tant de joie. En fin de compte, un Shabbat a été organisé, au cours duquel elle a pris la parole, elle a fait une conférence, et elle a pu encore amener un peu plus de chaleur et de vie juive à toutes ces femmes. Alors de cette histoire, on voit comment le rabbi pense à chacun d'entre nous, là où on se trouve. On se trouve dans un petit immeuble de Ocean Parkway, qu'on se trouve dans le Maryland, qu'on se trouve à Paris. Le rabbi pense à nous, et si on est assis aujourd'hui autour de cette table, c'est parce que le rabbi a pensé à nous et qu'il a envoyé ce qu'il fallait pour nous rapprocher et allumer la petite bougie qui se trouve à l'intérieur de notre Neshama.
C'est l'histoire d'un garçon qui est né dans une famille fou et qui malheureusement très tôt a perdu sa mère. Et il a été élevé par son père et il s'est révolté plusieurs fois, à plusieurs reprises, dans diverses occasions. Il se révoltait un petit peu contre la vie qui était la sienne. C'est une famille qui est proche, qui était très proche du rabbi. Et cet enfant a grandi. Il a grandi dans des conditions difficiles, mais il a grandi. Et arrivé à 18 ans, il a fait une crise. Et puis il a voulu aussi un petit peu s'opposer à ce qui l'entourait. Il a dit, je vais aller voir le rabbi, je vais lui parler, je vais lui dire ce que je ressens. Alors il rentre en Yeshivout et il commence à dire des choses pas très polies peut-être. Et puis quelques minutes passent, et après le rabbi lui dit, sous cette forme peut-être où je vous attendais, où quelqu'un m'a parlé de vous, alors le garçon lui dit, mais je vous ai jamais écrit. Alors le rabbi se lève et il prend un livre et dedans il y a une lettre. Il prend cette lettre, le rabbi pose cette lettre sur la table et il la tient de ses mains, il la tient. Et il dit voilà, il y a quelqu'un qui m'a écrit, c'est votre mère, et elle m'a demandé de m'occuper de vous. Alors le garçon il a été très touché, et il a essayé de reprendre la lettre. Alors le rabbi lui dit cette lettre est à moi, elle m'a été donnée, et si vous voulez je vous en donne une copie. Et le rabbi reprend la lettre, il la met dans le livre, et il remet le livre et lui dit cette lettre, chaque année, quand je bénis les Bafoué Shiva et Erev Yom Kippour, je retire cette lettre avant de dire la bénédiction. Ce juif-là, c'est celui qui s'occupait de servir le rabbi au moment des Farbrengen. Et ce juif-là, il a raconté qu'en 1946, il y a eu une possibilité qui a été offerte aux Chassidim de quitter la Russie. Un accord entre le gouvernement polonais et russe a fait que les citoyens polonais qui avaient fui dans la guerre en Russie ont pu sortir, ont pu passer le rideau de fer et sortir de Russie. Alors qu'est-ce que les Chassidim ont fait? Ils se sont débrouillés des passeports polonais, et avec ces passeports polonais, ils ont pu sortir de Russie. En particulier, notre cher Rav Azimov est sorti en 1946 avec ses parents de cette façon-là. Et tous les Chassidim. Alors, comment ça se passait? Ils allaient dans la ville de Lemberg, et là-bas, en général la nuit, ils prenaient un train qui franchissait la frontière, et une fois qu'ils se trouvaient en Pologne, eh ben, ils pouvaient ensuite continuer vers la Tchécoslovaquie, et puis vers l'Allemagne, Paris. Et voilà que la famille unique avait prévu de sortir de Russie, de partir de Russie un certain soir. Et malheureusement, l'un des frères de la famille n'a pas pu se joindre au groupe dans lequel se trouvait sa propre famille. Sans doute qu'il manquait un papier, je ne sais pas. Il n'a pas pu prendre, il n'a pas pu sortir. Sa famille est sortie et lui, un des frères de la famille, n'a pas pu sortir. Alors il a essayé quelques temps plus tard. Quelques temps plus tard, il y avait encore un train, un convoi qui devait partir. Et les organisateurs avaient prévu que les groupes ne se divisent dans plusieurs endroits de la ville pour ne pas éveiller les soupçons de la police.
Et lui se trouvait dans un endroit, dans un coin de la ville de Lemberg. Malheureusement, les Russes, les soldats du KGB, ont choisi cet endroit-là pour y faire une descente, une vérification. Et malheureusement, ce frère, à nouveau, une deuxième fois, a malheureusement n'a pas pu prendre le train. Il a été arrêté, il est resté 1 an en prison, voire tenté de quitter la Russie ce soir-là. Lorsqu'il est sorti de prison, on est en 1948 déjà, il essaye de sortir à nouveau par l'intermédiaire de passeurs. Il est avec quelques chassidim dans la ville de Tchernovitch. Ils franchissent la frontière, ils arrivent en Roumanie. En Roumanie, il y a un passeur qui a été prévenu, payé, et qui doit leur faire encore franchir la frontière pour sortir de Roumanie. Malheureusement, lorsqu'ils arrivent au rendez-vous, le passeur est bien présent, mais au bout de quelques instants, il y a des soldats, des policiers, qui viennent, qui ont été prévenus par le passeur, qui les arrêtent, ils retournent en Russie. Et cette fois-ci, il est condamné à mort. Par miracle, la condamnation à mort n'est pas exécutée, et à la place, il a 25 ans d'emprisonnement de Sibérie, de travaux forcés. Regardez le Messirut Nefesh, que la génération précédente a connu simplement pour rester des Juifs, pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir se réunir dans une synagogue comme nous le faisons ici simplement ce soir. 25 ans de Sibérie, de travaux forcés pour cet homme-là. En 1952, le Rav Berel Yunik passe devant le Rabbi. Et au moment de Pessah, juste avant Pessah, le Rabbi avait l'habitude de distribuer de la matzah. Et il demande de la matzah pour son père, et il demande une bracha pour son frère, qui est emprisonné en Russie. Alors le Rabbi lui dit, prends cette matzah, et tu l'enverras à ton frère. Lui, il est tellement ému, tellement il est touché par ces paroles, qu'il ne réagit pas, il prend la matzah, il n'ose même pas parler, il met plusieurs dizaines de minutes à reprendre ses esprits, et quand il reprend ses esprits, enfin l'émotion est passée, il se dit mais qu'est-ce que ça veut dire envoyer mon frère, il est emprisonné, il ne sait pas où il est, il ne sait pas ce qu'il est devenu, il ne sait pas dans quel camp il est. Je ne sais même pas s'il sait qu'il a 25 ans de prison. Et donc, il ne sait pas quoi faire. Alors il revient un petit peu plus tard chez le Rabbi, il dit mais Rabbi, il m'a demandé d'envoyer cette matzah, qu'est-ce que je fais? Alors le Rebbe lui dit, cette matzah, je te l'ai donnée pour que tu l'envoies à ton frère. Quand ton frère sera sorti de Russie, qu'il sera dans un pays qui est à l'extérieur du mur, du rideau de fer, à ce moment-là, tu lui enverras. Et donc, cette famille a su avec certitude que finalement, ils reverraient leur frère et qu'ils pourraient lui envoyer de la matzah. Ils ont attendu longtemps. En fin de compte, en 1955, ça veut dire une dizaine d'années après que sa famille soit sortie, il a été libéré miraculeusement des camps. Il y a eu une amnistie. En 1955, il sort des camps. Il se marie en Russie. Et en 1971, seulement 1971, il va finalement sortir de Russie. Il va aller en Israël. De là, semble-t-il, mais je ne suis pas sûr qu'il est parti en Israël. En tous les cas, de là où il est sorti, il écrit au Rabbi pour demander où habiter. Je dis Israël parce qu'en
général, en Russie, demandaient un droit de sortie pour aller en Israël. Je ne sais pas si c'était en Israël. En tous les cas, peu importe. De là où il était, il demande au rabbi où aller. Et le rabbi lui dit en Amérique du Nord. Et en fin de compte, il a été au Canada. Lorsqu'il va au Canada, il demande un visa donc pour le Canada, son frère évidemment va tout de suite le rejoindre. Et c'est à ce moment-là, 19 ans après, qu'il a transmis la matzah, les mains tremblantes, il a transmis la matzah du rabbi à son frère. Et le rabbi a ajouté à ce moment-là, lorsqu'il a su qu'on allait lui amener la matzah, il lui a dit de la manger et de rendre quitte ainsi tous les juifs de Russie. Voilà une bracha du rabbi, une aftacha du rabbi, qui s'est réalisée 19 ans après. À tout le monde. Et comme aujourd'hui ça me marque, je le dis avec Hanouka Tabaïd qu'on a fait, on a 34 ans qu'on l'a ouvert, Betrabat des pages faites. Et tout il est toujours Balek, Michael, est toujours plus grand, jusqu'à qu'on verra la goutte d'achèvement de Gorma. Le Rebbe, il parle beaucoup que Shabbat Noah, c'est pas un simple Shabbat, c'est comme Shabbat Breshit. C'est un Shabbat qui est très important pour toute l'année, parce que Breshit, ça vient des mots rouges. Ça veut dire que la tête de l'année. C'est très important, Shabbat Breshit. Comme ça, dans le Sichot, le Rabbi dit que Shabbat Noah, c'est aussi un Shabbat très important. Shabbat Noah, ça donne les forces pour toute l'année. On ne va pas rentrer dans le détail, il y en a beaucoup de détails. La première chose que Rabbi dit, Parsh Noah, c'est le premier Shabbat dans Mad Cheshvan qu'on commence à sortir de toute l'élévation réellement de Tishrei, on sort dans la vie quotidienne, c'est Mad Cheshvan, et cette semaine, il y avait 2 jours de Rosh Chodesh. Ça veut dire que c'est le premier Shabbat qu'on rentre dans la vie quotidienne. Il y en a beaucoup de sikhot quand la titre différent, il répète pas toutes les semaines. Quand ça c'est quand Shabbat Noah, c'est après Shabbat Breshit, Shabbat Breshit l'après le fête. Mais de toute façon, qu'est-ce que le rabbin nous apprend?
Toi, dans ma marijuana, et sa certification de chacun parmi nous. Comme c'est marqué dans la page de cette semaine, dans le métrage qui est né après le déluge, après le Mabo, qu'est-ce qu'il a dit? Et l'homme adage, je vis un nouveau monde. Qu'est-ce que veut dire ces quelques mots? Ces quelques mots, ça veut dire beaucoup. Il ne faut pas penser que cette année, c'est comme l'année dernière. Si l'année dernière, on a eu tellement de fautes, ça veut dire que cette année, on demande à Dieu qu'on n'aura pas moins. C'est pas ça qu'on a demandé à Dieu. Quand ça commence une nouvelle année, on doit savoir que c'est une année plus importante que l'année passée. Comme l'autre dit, Chadash Shlaya Meilom. Dans ce cas, comme l'a dit Noah, Ilom Chodosh vit un nouveau monde. Chacun parmi nous, il doit savoir qu'on ne peut pas regarder notre agenda comme c'était l'année dernière. Au contraire, cette année, c'est une nouvelle année avec de nouveaux kiffos de faire ça que Dieu demande de nous. Dans ce cas-là, beaucoup de gens ils demandent pourquoi cet homme en est dans un betraval. Beaucoup de gens ils demandent la question pourquoi c'est tellement important d'apprendre Chassidut. Pourquoi on ne peut pas être un très bon juif sans apprendre Chassidut? Malheureusement, il y en a beaucoup de gens qui pensent comme ça qu'on peut être un très bon juif, servir Dieu et avancer toujours dans le service de Dieu sans Chassidut. Pour ça, il faut savoir que la Gemara dit, sans regarder dans le livre de Chassidut, sans regarder dans les lettres de Rabbi, et dans les sirot de Rabbi. Et c'est marqué dans la Gemara que tout le monde s'en d'accord. Quand on apprend la Torah, ça réveille notre âme. Quand on apprend la profondeur de la Torah, ça réveille la profondeur de notre âme. Dans ce cas, c'est obligé d'apprendre l'imitateur. C'est obligé d'apprendre la profondeur de la Torah. Et ça, il ne faut pas dire, si l'année dernière, on n'a pas appris beaucoup, on peut continuer cette année. Au contraire, qu'est-ce qu'a dit Noah? Olam Chadash, un nouveau monde. Dans ce cas, quand on fait un Baba Malke, qu'il est dit avec le jour d'éducation, il y en a 34 ans. Dans ce cas, c'est pas ça ma réunion de Sidim, pas ça ma réunion de samedi soir. Cette réunion, c'est à donner que le Beit Chabad, on a commencé à voir Ilom Chodesh, quelque chose de tout à fait nouveau, avec de nouveaux kéchot. Et tout on prend ces kéchot, comme c'est marqué dans Sukkot, certainement, vous connaissez tous, que quand Noah est rentré dans l'arche, pour sauver, c'est sauver, pour sauver le monde, pour après pouvoir commencer un nouveau monde. Qu'est-ce qu'il a fait Noah?
de rentrer dans la teva. Là, tout préparé. Qu'est-ce que c'est marqué après dans le verset? Vayizger Hashem ba'adeh. Noach est là-dessus, que même qui se trouve dans un teva, dans un arbre, avec tout près, tous les animaux, toute la nourriture, et on est tous là, il faut savoir que Noach l'a dit, moi je peux rien faire si je n'ai pas l'aide de Dieu. Jusqu'à Hachem ba'adeh, Dieu il a fermé la porte. Qui est-ce qui a fermé la teva, la porte de la teva? Ça c'était Dieu. Que Dieu est venu la fermer la porte. Parce que nous est là-dessus que nous on ne peut rien faire. On peut être un sale comme Léa. On peut être quelqu'un de très grand, on a savoir plus forte raison, quelqu'un qui est le manque néant. On doit toujours savoir qu'on a besoin de l'aide de Dieu, Hachem ba'adeh. Pour ça, le rabbi dit, quand on est en train de penser que ce soir même, c'est une chose. Quand est-ce qu'on commence à être éclairé, quand est-ce qu'on commence à avoir clair, quand est-ce qu'on a reçu dans ça qu'on fait, qu'on s'occupe de notre juif, qu'on est en train de passer sur un autre, à ce moment-là, Dieu notre meilleur et notre machin. Quand il y en a deux juifs, qu'un juif passe sur un autre, à ce moment-là, on est en train, Dieu il vient nous éclairer. Comme Néach, il est rentré dans la teva, comme il a fait rentrer tout le monde, à ce moment-là, Dieu il a dit qu'il a fait aussi aider Noach. Pour ça, c'est très important qu'un bête rabat, on a beaucoup étudié Chassidut, on doit se comporter comme le rabbi demande de nous, et surtout, qu'est-ce que le rabbi demande de penser sur un autre juif. Et quand on pense sur un autre juif, Dieu va penser sur nous. Et comme Yamin, il a commencé à raconter l'histoire de Nachshon, je vais raconter notre histoire qui ressemble un peu, mais de ça on peut voir la grande importance quand une femme juive ou une fille juive commence à allumer le bougie de Shabbat. Il y avait une histoire, il y avait une fois une femme en Amérique qui n'a pas allumé le bougie de Shabbat. Je ne sais pas pour quelle raison, quand j'entends l'histoire, on ne m'a pas dit la raison, mais c'était une femme, peut-être c'est une femme qui a passé la Shoah. Je ne sais pas pour quelle raison qu'il n'a pas voulu allumer le bougie de Shabbat. Et le rabbi il a continué d'envoyer des femmes ou des hommes qui vont parler avec eux, qui vont parler avec elles, qui vont commencer à allumer le bougie de Shabbat. Et ces femmes, ils ont été plusieurs fois, je ne sais pas combien de temps ça durait, et ils n'ont jamais réussi qu'elle va commencer à allumer le bougie de Shabbat. Et le rabbi ne l'a jamais laissé. Il a toujours dit, il faut retourner. Même qu'ils ont répondu, ça ne sert à rien.
Le rabbi l'a toujours tenu qu'il n'est pas retourné. Un jour, ils sont arrivés de le faire allumer le bougie de Shabbat. Et c'était un très grand joie pour tout le monde que cette femme-là elle a toujours dit non. Un jour, elle a allumé. Après, malheureusement, je ne connais pas tous les détails, elle a arrêté. Si elle a recommencé ou non, je ne sais pas. Mais elle a arrêté. Il y avait la dame qui était concernée, qui était plusieurs fois chez elle. Elle a demandé au rabbi, je ne comprends pas. D'abord, elle n'a pas venu. Et vous avez demandé d'aller le bar, on l'a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Elle a gagné qu'elle a allumé une fois le bougie. Qu'est-ce qu'on a gagné? Pourquoi on a eu besoin tel dérangement? Le rabbi l'a bien écouté. Après, le rabbi l'a répondu. Vous ne pouvez pas s'imaginer quel endroit, quel plaisir lui a eu quand la femme elle a allumé une fois le bougie de Shabbat. Pour ça, c'était important de retourner, parce qu'on ne peut pas s'imaginer le grand endroit que Dieu a eu quand une femme a allumé le bougie une fois. Au plus forte raison qu'une femme juive fait plusieurs fois et les filles juives commencent à porter. On ne peut pas s'imaginer quel endroit Dieu là quand une fille juive et une femme juive l'entrain de dire la bracha qu'elle est en train d'allumer le bougie de Shabbat. Pour ça que Dieu aide, qui est toujours à mettre Shabbat et mettre Abraham exemplaire pour tout le monde, que tout le monde est bon. Comment on fait le bétail que Rabbi a dit, combien de narratoires ça fait pour Dieu, automatiquement ça mène des brachot pour tout le monde, pour la nouvelle année, une très bonne année matérielle. Amen. Amen. Ya
petit déjeuner, on sera au Bec Village de la rue de Flandre pour permettre à notre cher ami Daniel de se préparer pour la semaine prochaine. On va lui demander déjà de raconter une histoire. Motzei Shabbat. Puisqu'on me demande de raconter une histoire, je vais raconter une histoire, mais certainement tout le monde la connaît, c'est pas grave, c'est bien de raconter une histoire. L'histoire de Baal Shem Tov. C'était une fois l'Allemand Azaken, il était dans une ville, et dans la ville s'est déclaré un très grand incendie. Et les pompiers, il n'y avait pas de pompiers à l'époque, c'était les gens de l'armée, les soldats qui étaient très affairés à essayer d'amener des seaux pour éteindre l'incendie. L'Allemand Azaken, il a demandé qu'on l'amène à l'endroit de l'incendie. Et on a donc amené l'Allemand Azaken près de l'incendie. L'Allemand Azaken a commencé à regarder les flammes comme ça, intensément pendant quelques instants, et petit à petit l'incendie il s'est complètement éteint. Au bout de quelques minutes, l'Allemand Azaken il a regardé l'incendie, ça s'est éteint. Et les soldats là, ils étaient comme des fous, ils se sont dit comment c'est possible, une chose pareille. Nous on travaille depuis je sais pas, 1 heure, 2 heures à essayer d'éteindre, et là il y a un monsieur, il vient, il éteint le... Alors ils en ont parlé tout de suite à leur supérieur, à leur général. Le général a demandé qu'on convoque le Allemand Azaken. L'Allemand Azaken l'a été. Et tout de suite, le général a demandé est-ce que vous n'êtes pas de la famille du Baal Shem Tov? Alors il a dit oui, je suis le petit-fils, enfin je suis pas le petit-fils physique, mais je suis l'élève du Baal Shem Tov, et donc voilà. Alors il a dit bon, dans ce cas-là, ça ne m'étonne pas. Il a dit parce que moi je vais vous raconter une histoire que Baal Shem Tov, c'était un goy. Il a dit mon père il était aussi général d'armée, et il était à un moment dans la ville de Medziboz, dans la ville de Baal Shem Tov. Et il y a eu une période comme ça où pendant 6 mois il n'a pas eu de nouvelles de ma mère, enfin de sa femme. Donc il était assez angoissé, il était perturbé, il n'y avait pas de lettre, aucune nouvelle de sa femme. Alors il y a des gens qui l'ont dit, tu sais, ici dans le village, il y a un homme saint qui fait des miracles, et peut-être il peut t'aider. Il peut te dire ce qui se passe. Alors il a demandé au Baal Shem Tov il a fait demander au Baal Shem Tov qu'il accepte de le recevoir. Le Baal Shem Tov il n'a pas voulu. 1 fois, 2 fois. La 3e fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé qu'il va faire entrer tous les soldats dans les familles. Il va obliger les familles à prendre chacun 1 ou 2 soldats à dormir chez eux. Et comme c'était bientôt la fête de Pessah, les soldats ils vont rentrer plein de ramettes partout, etc. Enfin, ça va faire un grand balagan. Alors le Baal Shem Tov, il a accepté. Donc le général, il va là-bas chez le Baal Shem Tov avec un secrétaire. Et il rentre dans le hall, il voit le bureau du Baal Shem Tov ouvert, il aperçoit le Baal Shem Tov, enfin il voit donc un monsieur avec une grande barbe en train d'étudier. Et donc avant de rentrer dans le bureau de Baal Shem Tov, il y avait un miroir là-bas dans le hall, il a dit il voulait s'arranger un peu comme... Donc il a commencé à s'arranger un peu, et au miracle, qu'est-ce qui se passe? C'est pas lui qui voit dans le miroir, il voit que le miroir il avance, ça veut dire qu'on voit une image qui avance, il est dans un chemin, et il avance, il avance, il avance, et il arrive dans sa ville à lui. Comme un genre de vidéo quoi, mais à l'époque... Et donc la caméra se dirige vers, enfin le miracle, la vision se dirige vers sa maison à lui. Donc il voit sa maison, ça rentre dans la maison, il voit sa femme qui est assise devant la table et qui commence à écrire une lettre. Il voit la lettre
Et elle écrit, voilà, je m'excuse de ne pas t'avoir donné des nouvelles plus tôt, etc. etc. Mais la grossesse s'est bien passée, je viens d'avoir un garçon, le garçon va bien, et moi-même je vais bien, etc. etc. Toute une lettre. Il est devenu fou, lui. Donc voilà, c'est tout. Il a même demandé au secrétaire de regarder avec lui. Il n'était pas sûr s'il voyait quelque chose. Et donc après, il a remercié de loin le Baal Shem Tov. Il n'a même pas eu besoin de rentrer dans le bureau du Baal Shem Tov. Et voilà, c'est tout. Et le général qui parlait au Admorazaken, il a dit, ce garçon c'était moi. Et donc ce général c'était mon père qui a eu cette histoire avec le Baal Shem Tov. Et donc ça ne m'étonne pas que le Admorazaken, que vous puissiez éteindre un feu comme ça, c'est pas... Aïe 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 aïe.